Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, au-dessus du lit blanc, pas très immaculé de cette droite en soins palliatifs, les infirmiers ne se font pas nombreux, mais il y en a un quand même qui persiste et signe, c'est Julien Rochdy avec sa philosophie de droite parue aux éditions Héteri, qu'on peut trouver sur Amazon et sur son site qu'on donnera. Alors, Julien Rochdy, on parlait de Dieu et la nature et vous dites justement que sur quoi on doit se baser, vous citiez Pascal. Et simplement pour cette droite que vous dites effectivement cadavérique, vous dites qu'au fond, face aux déconstructeurs, on ne pourra pas parler de tout votre livre, je renvoie à votre livre que je conseille, parce qu'en tout cas, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il y a vraiment des faits, des arguments et des réflexions qui méritent d'être lus et médités. En revanche, vous parlez des reconstructions, de la reconstruction de Derrida, Foucault, etc., qui a donné à ses enfants admirables, après des pax tumultueux, le woke, la cancel culture et autres joyeux de la culture d'aujourd'hui, ou de l'inculture d'aujourd'hui, mais vous dites surtout, aujourd'hui, il faut reconstruire, et vous dites que la droite doit faire une exfiltration idéologique. C'est quoi cette exfiltration idéologique ? Bon, alors comme je disais en introduction, en fait, la droite n'a fait que perdre pendant 2 siècles et était toujours à la ramasse et à la poursuite de la gauche qui, elle, ne cessait d'avancer. Et on est passé d'une gauche libérale à une gauche socialiste, communiste, et maintenant, la nouvelle forme, la nouvelle morphologie de la gauche, c'est cette gauche déconstructiviste qui, effectivement, est né en France avec des penseurs essentiellement français, Derrida, Deleuze, Blanchot, mais des idées qui ont plutôt germé aux États-Unis. C'est devenu la fameuse French Theory dont vous parlez. Et je me suis aperçu que cette French Theory qui a germé donc dans les années 60, 70, 80 est vraiment l'ennemi principal aujourd'hui. C'est celle qui dissout la société. C'est dingue d'ailleurs de voir à quel point les idées finalement peuvent encore avoir de l'influence. Parce que ces idées-là sont celles qui président aujourd'hui à nos destinées. C'est pour ça que la société se déconstruit totalement et en tout et pour tout. Alors Julien Rochdy, est-ce que vous n'allez pas un peu vite en besogne, franchement? Est-ce que ce n'est pas une minorité quand même qui a cancel culture et des écritures inclusives? Je veux bien, c'est pas, je ne vais pas les défendre, c'est pas vraiment mon genre de beauté, mais quand même, ça ne touche pas toute la société. Mais vous savez, les majorités ne comptent pour rien. Pour ce qui est des idées, les majorités suivent malheureusement. C'est les minorités agressives, les minorités qui justement contrôlent les moyens où l'on fait penser, qui permettent de penser, c'est-à-dire l'université, puis les médias, puis ensuite ça touche la politique, ensuite ça touche le monde de la finance. Ces milieux-là permettent de donner une direction aux sociétés et à la civilisation. Bien sûr, la majorité ne compte pour rien, je suis navré de le dire. Le peuple, pour le peuple et rien que le peuple, n'a pas de pouvoir. La souveraineté du peuple d'ailleurs est un mensonge de gauche qui est utilisé par la gauche. Vous le méprisez pas. Au contraire, l'idée justement pour un homme de droite, ce n'est pas d'être un démago en disant que le peuple doit prendre le pouvoir, parce que je vais dire une vérité qui est terrible, mais le peuple ne peut pas prendre le pouvoir par nature. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, là, il y a besoin d'élites, de cadres et d'idéologies justement qui viennent de minorités. Mais la question qui se pose pour un homme de droite, c'est quelles minorités, quelles élites, quels cadres doivent diriger un pays et doivent prendre en main les destinées d'une civilisation. Or, depuis les années 70, ce sont les déconstructeurs. Et depuis 2 siècles, même je l'ai plus loin, c'est la gauche d'une manière générale, parce que nous sommes entrés dans cette époque moderne et postmoderne. Mais il se passe quelque chose d'absolument exceptionnel aujourd'hui, en tout cas exceptionnel, d'assez inédit, qui est la fin précisément de la modernité et de la postmodernité. Pourquoi ? Parce que le sentiment principal qui était le plus fort depuis 2 siècles, c'était le sentiment de l'espoir. C'est-à-dire de l'espoir d'être capable de créer une société meilleure pour nos enfants que celle que nous avions connue la veille, c'est-à-dire celle de l'ascenseur social, etc. L'ascenseur social, le fait que le progrès matériel, la raison humaine et individuelle allait nécessairement engendrer des sociétés dans lesquelles il ferait bon vivre, dans lesquelles l'égalité serait plus respectée. Il y a eu des progrès quand même, avouez-le. Il y a eu des progrès, bien sûr, des progrès techniques, technologiques, sans aucun doute, dans la médecine et tout cela. Mais il s'avère que désormais, le sentiment principal de notre civilisation est en train de changer, nous avons perdu espoir et nous redevenons inquiets. C'est l'inquiétude qui est en train aujourd'hui de prendre place, de prendre la place de ce sentiment de l'espoir. Pourquoi ? L'inquiétude par rapport au monde de demain, le rapport à la nature, le fait que nous recommençons à craindre pour des choses belles, fragiles, que nous aimions, la nature, la concorde civile, plein de choses comme ça que l'on croyait acquises ou auxquelles nous ne pensions pas nécessairement. Désormais, l'inquiétude revient. Or, l'inquiétude, c'était précisément le sentiment principal des fameux classiques dont je vous parlais, des Grecs, des Romains avec Cicéron, Sénèque et ensuite au Moyen-Âge. Et cette inquiétude, c'était que le chaos pouvait advenir n'importe quand. Le chaos était partout. Et il fallait justement faire en sorte de toujours maintenir l'ordre et l'harmonie avec Dieu et la nature pour essayer
de faire en sorte de rejeter le chaos le plus loin possible et qu'il n'arrive pas. Aujourd'hui, nous sommes dans cet état-là à nouveau. Après 2 siècles de modernité et d'espoir, nous avons à nouveau peur du chaos. Nous avons à nouveau peur de perdre de belles choses fragiles. Et c'est pour ça que la droite doit revenir. Et la droite doit revenir parce qu'elle porte justement ces vérités classiques et elle ne peut gagner qu'en allant se ressourcer à ses propres sources et qui sont les classiques et la pensée de la contre-révolution, ce que j'ai voulu faire dans ce livre. Alors tout à fait, vous en parlez, mais alors c'est intéressant parce qu'il y a un hiatus entre justement votre livre et ce que vous dites. Il y a une cohérence dans ce que vous dites évidente, mais entre la droite telle qu'elle est incarnée, on ne va pas parler politique, mais quand même, Ouais. le livre n'est pas seul, nous ne sommes pas dans les monades atomisées, nous vivons dans la France telle qu'elle est aujourd'hui, et le monde aussi tel qu'il est aujourd'hui. Qui représente la droite aujourd'hui, Julien Rochdy ? C'est qui, quand je dis, je ne sais pas que vous me donniez des noms, mais je veux dire, est-ce que le personnel politique actuel, est-ce que les gens qui sont là, qui actent, qui jouent, qui prennent des décisions, qui manœuvrent, ce que vous dites dans votre livre, encore une fois, qui sur le plan, je dirais, sur le plan de la théorie est tout à fait intéressant, mais comme disait quelqu'un, j'adore vivre en théorie, parce qu'en théorie, ça se passe toujours bien. Mais en pratique. Après, l'application politique des choses, c'est ce que je vous disais justement, il est bon de voir que le monde des idées a encore de l'influence, et de l'influence ensuite dans le politique, dans le financier, dans l'économique et dans tout, sur la société. Ça a commencé, cette French Theory, cette pensée de la déconstruction qui pourrit aujourd'hui notre société, a commencé dans les universités, on l'a dit en préambule. Bon, donc on peut d'abord commencer par les idées et peut-être qu'un jour ça finira par ruisseler vers les politiques. Pas à ma question. Alors je vais répondre à votre question. C'est vrai que les politiciens actuels, à droite, sont souvent incultes, comme la plupart de la classe politique, qu'ils ne connaissent plus leurs références et que d'ailleurs ils n'en ont pas besoin puisque finalement la politique ne demande pas aujourd'hui de grands hommes. Hein. Nous ne sommes pas entrés dans une époque qui demande de vrais grands hommes de caractère. Peut-être qu'il faudrait. Hein, au contraire. J'espère que ça reviendra. Mais il faut aussi que les médias permettent cela parce qu'un grand homme c'est forcément un type qui a du caractère et un type qui a du caractère c'est un type qui dérape régulièrement aussi. Or aujourd'hui pour faire de la politique il faut être, je veux dire, il faut être fade. Il faut être fade. Oui, je le dis clairement. Il faut être un peu fadasse parce que si vous dites aseptisé sous vide, aseptisé totalement, sourire en permanence, serrer des mains et n'être pas un vrai être humain en réalité, être une espèce d'ectoplasme. Bon, bref. Pour revenir aux politiques de droite, les politiciens de droite aussi, le problème de la droite, c'est qu'elle n'a eu de cesse de n'être qu'une ancienne gauche. C'est-à-dire la gauche avance toujours avec de nouvelles idées, et la droite ne fait que récupérer les vieilles idées de gauche, et du coup, c'est la gauche d'hier. La droite, c'est toujours la gauche d'hier. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, la droite, c'est celle qui défend l'universalisme, c'est celle qui défend la République, c'est celle qui défend l'assimilation, c'est celle qui défend ce qui étaient les idées de la gauche dans les années 80 ou 70. Et en fait, à chaque fois que la droite devient la gauche d'hier, ce qui est à chaque fois sa destinée, et eh bien elle perd parce que si elle reste dans cette métaphysique en réalité, dans cette façon d'être au monde qui est celle de gauche, elle se fait toujours avoir, et j'emploierai pas un autre terme pour rester poli, elle se fait toujours avoir par celle qui est plus fraîche. La gauche, c'est comme la poissonnerie, le poisson plus frais du matin a toujours plus raison puisque la gauche tire ses vérités de l'horloge. Les vérités d'aujourd'hui sont meilleures toujours que les vérités d'hier. Sauf que le poisson pourrit souvent par la tête, alors il faut faire très attention comme vous le savez. Mais juste un mot, mais vous avez dit, oui, la droite a récupéré la gauche, elle défend la République. Mais la droite doit aussi défendre la République, non ? Non, bah, ça dépend ce qu'on entend par République. La République que la droite défend aujourd'hui, quand vous écoutez Valérie Pécresse, et même chez Zemmour d'ailleurs, qui se réclame de droite assez régulièrement, finalement, la droite, et c'est l'un de ses problèmes, c'est que on l'associe souvent à un conservatisme de ce qui est. Or, quand il s'agit de conserver des choses qui ont été fabriquées tout entières par la gauche, bon, ça n'a pas grand intérêt. Donc en fait, justement, prenons par exemple les 2 grands partis politiques aujourd'hui, parce que les Républicains n'existent plus en tant que grands partis politiques, on va dire, il n'y a plus d'idées depuis longtemps dans ce parti. On va parler simplement du Rassemblement National et de Reconquête. Typiquement, nous avons là 2 partis qui ne proposent pas grand-chose en termes de philosophie, de métaphysique et de grandes idées qui pourraient proposer une alternative à la société. À l'identité française. Alors, le problème, c'est que Zemmour a fait toute sa campagne, que j'ai soutenue d'ailleurs pendant cette campagne présidentielle, mais Zemmour a fait toute sa campagne sur la question de l'identité. Bon, très bien, il a voulu faire un all-in, comme on dit, au poker là-dessus, mais le souci, c'est qu'on ne peut pas proposer à la société française la même société, exactement la même économie, tout pareil, sauf sans l'insécurité et sans les racailles. Vous me direz, ce serait déjà bien, ça permettrait à beaucoup de gens d'être beaucoup plus tranquilles, moi compris bien sûr, c'est bien, mais on ne peut pas proposer la même société sans les racailles. Parce qu'en réalité d'ailleurs, et sans l'immigration, en réalité si nous avons cette immigration, si nous avons cette insécurité, si nous avons ces racailles, c'est parce que notre société est malade. Donc on ne peut pas dire on garde la même société en tout et pour tout, mais simplement sans l'insécurité. Et quant à Marine Le Pen,
Alors elle propose même pas la même société, elle veut revenir à celle des années 80 ou 60, c'est-à-dire cette France souveraine, républicaine, assimilationniste, qui ne reviendra pas. Et je risque de faire beaucoup de déçus parmi vos auditeurs, et je risque d'avoir beaucoup d'ennemis en disant ça, mais cette France que nous avons aimée, que nous avons connue ou pas d'ailleurs, et que nous fantasmons un peu, c'est fini. Donc il est temps de regarder le réel et de proposer d'autres choses. Et la droite, justement, de retourner à ses sources idéologiques pour être capable de proposer une alternative de société complète. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Et si ça fait réagir, vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pour schématiser les propos, je dis bien schématiser les propos de Julien Rochdy, 200 ans du passé, faisons table rase, peut-être qu'il y aurait autre chose à faire, de faire table rase de tout, au contraire, et de dire, bon, conservons. Est-ce que le conservons veut dire retour au passé? Mais qu'est-ce qu'il faut en fait conserver très fortement pour reconstruire? Parce qu'on ne reconstruit pas sur du sable fin. Alors, la vérité de la droite, en réalité, c'est pas de revenir au monde d'hier, de retrouver la société d'hier, parce que ça, c'est impossible. La vérité de la droite, c'est de retrouver les vérités d'hier. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vivre avec les vérités d'hier, parce que la droite considère qu'il y a des universaux, qu'il y a des vérités classiques qui sont éternelles, qui sont aussi valables hier. Donc il y a un universalisme chez vous aussi. Alors l'universalisme, oui, il y a un universalisme des grandes valeurs, les universaux, le vrai, le beau, le bien. Donc nous pensons qu'il y a des critères esthétiques, par exemple, que le beau ça existe. Vous voyez, on n'est pas dans le relativisme. Mais la gauche aussi pense. La gauche a un sens du beau quand même. La gauche a plutôt fait la part belle au relativisme sur la question depuis des années, et en particulier la déconstruction. Je vous rappelle quand même que l'idée phare de la pensée de la déconstruction, c'est la destruction de l'architecture, la destruction de l'arché. C'est-à-dire que l'arché, c'est à la fois le commencement, le fondement et l'architecture. C'est à la fois donc les origines, la généalogie, notre identité, et à la fois tout ce qui peut constituer un ordre et une architecture. Et pour faire un éloge au contraire, avec Maurice Blanchot et tout le reste, du désert, du cancer, de ce qui justement n'est plus en ordre. C'est ça la pensée de la déconstruction, et c'est ça qui nous tue aujourd'hui. Donc nous pensons qu'il faut retrouver les vérités du passé, et que celles-ci peuvent toujours innerver la société actuelle, et qu'en réalité elle pourrait équilibrer. Il y en a plein. Mais pas les plus importantes, enfin. Typiquement, par exemple, disons sur l'idée, puisqu'on parlait d'immigration, sur l'idée que la société n'est pas basée exclusivement sur un contrat, mais qu'elle doit avoir une immense part d'organique, c'est-à-dire que l'on est capable de se rassembler que si on se ressemble, et que effectivement on peut bien sûr adopter des gens qui peuvent intégrer une grande famille, mais il n'y a pas de société sans organique. Et ça, c'est la grande idée justement des Lumières avec Rousseau et de la modernité, et que la gauche a toujours défendu jusqu'à aujourd'hui. C'est l'idée qu'en fait une société, c'est des gens qui contractent ensemble. Or, pour contracter, il faut d'abord que nous ayons une identité commune, comme disait Renan, des souvenirs partagés et des projets en commun. Mais pas racial. Organique ne veut pas dire racial. Alors organique a une part aussi d'ethnique. Je suis navré de le dire. Il y a une part d'ethnique, parce que les familles, c'est de l'hérédité aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'encore une fois on ne peut pas adopter des gens, je le répète, mais c'est l'hérédité des familles, et c'est la transmission. Donc il ne faut pas dire racial, mais il faut dire ethnico-culturel. Il n'y a pas de société sans c'est la thèse de Renan que vous prenez, c'est la thèse de Renan un peu, ou de... Pour avoir des souvenirs en commun, il faut avoir quand même avoir des familles qui ont été mêlées, des racines communes, des racines communes, bien sûr. Donc aujourd'hui, typiquement, vous voyez, cette idée très moderne qui est née aux Lumières et qui a été toujours celle de la gauche, nous la subissons encore aujourd'hui, puisqu'encore une fois, c'est une idée moderne et postmoderne, avec l'immigration, qui est de dire le moindre type qui débarque aujourd'hui dans notre pays, il peut devenir français du jour au lendemain, parce qu'il lui suffit de contracter, soi-disant d'accepter une charte des valeurs républicaines, et ainsi de suite, comme s'il signait, il paraphait un contrat en bas d'une page. Or, une société n'est pas un contrat, justement, c'est aussi une grosse part d'organique. Voilà une des vérités éternelles que l'on connaissait très bien en Grèce à l'époque, puisqu'Aristote parlait de l'amitié, que l'on connaît au Japon ou en Chine, que l'on connaît encore. Il y a plein de pays. C'est pour ça qu'attention, quand je parle de modernité, je ne parle pas de l'aspect technique, parce qu'il y a plein de pays au monde qui sont très en avance sur les questions techniques, mais qui continuent de communier dans un esprit classique, dans l'esprit des anciens. Donc on peut très bien avoir les fusées, la médecine et tout ce qui est la modernité nous a apporté de bon. Les connexions informatiques, tout. Exactement, tout en ayant des idées, ce qu'on appelle des idées de droite, mais des pensées en réalité classiques, la pensée des anciens. Donc c'est ça que nous devons retrouver. Alors justement, vous dites qu'il faut retrouver cela, effectivement, entre la table rase d'un côté, mais il faut se retrouver, mais pas, et c'est tout le problème, on le voit,
non pas se réfugier quelque part, non pas se fossiliser, parce que il y a aussi, on parle toujours de ça quand même, c'est le repli sur soi. C'est pas de dire effectivement, oui, nous défendons ces valeurs et puis le reste, voilà, c'est la grande muraille de Chine ou la grande muraille. Parce que la droite telle qu'on l'a vue, enfin s'exprimer, en tout cas telle qu'elle a été incarnée, c'était toujours quelque chose où, écoutez, conservons, mais conservons quoi? Parce qu'aujourd'hui, rien n'est conservé. Eh ben, c'est peut-être quand il n'y a plus rien à conserver que la droite va pouvoir enfin donner ce qu'elle a de meilleur, justement, paradoxalement. Parce que, alors, faisons un peu de politique, justement, essayons de parler de la politique française et de ce que la droite pourrait proposer en termes de projet politique. Donc, je vous disais tout à l'heure que la droite ne peut pas se contenter de dire on garde la même société, sauf sans avec moins d'immigrés et moins d'insécurité. Ça ne va pas très loin, honnêtement. Et même, j'allais vous dire que je trouve la gauche et Mélenchon en particulier très souvent beaucoup plus intéressant que la droite quand il parle d'écologie, quand il parle de transformation de la société, quand il parle de grands projets d'avenir, parce que c'est de ça dont nous avons besoin. Mais alors ce serait quoi Eh bien, typiquement, alors je vais vous en donner deux. Oui. Déjà, je pense qu'il nous faut, donc l'identité c'est essentiel, on est d'accord, parce qu'on ne peut pas avoir de grands projets s'il n'y a pas une harmonie préalable, et l'harmonie préalable, elle ne peut exister qu'avec une certaine homogénéité. Donc l'identité, d'accord, un préalable, un postulat essentiel. Après, je crois, moi, que désormais nous sommes entrés dans une nouvelle époque où la défense des intérêts purement nationaux est dépassée. Je pense que nous sommes aujourd'hui à l'ère des civilisations et qu'il faut que la droite propose un projet alternatif à l'Union européenne. Je pense qu'il faut qu'elle propose un projet de puissance à l'Europe tout entière. On le voit d'ailleurs avec ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, on le voit avec les grands pôles, la Chine, les États-Unis, le monde de l'Amérique latine, le monde arabe, le monde russe. L'Europe a besoin de se doter d'un projet de puissance. Donc je crois que la droite gagnerait énormément à proposer une alternative à cette Union européenne qui n'est pas du tout un projet de puissance que je ne supporte pas comme les souverainistes. Qui ne serait pas Davos et qui ne serait pas... Non, un vrai projet de puissance. Je trouve que la droite française serait très intelligente et elle gagnerait d'ailleurs encore plus parmi les élites françaises parce que honnêtement, les élites françaises ont du mal à croire que la France pourrait redevenir la grande puissance qu'elle fut toute seule. Et ils ont raison, je suis encore une fois navré de le dire. Donc il faut que la droite déjà propose, se transforme en une droite européenne, pas encore une fois qui défend cette Union européenne, mais qui propose un projet alternatif à l'Union européenne. Est-ce que ce serait l'Europe des patries, l'Europe des souverainismes? Pour le coup, je vais vous dire, ce serait une Europe fédérale. Parce qu'en fait, on n'arrête pas de dire que de pester, les souverainistes pestent contre l'Europe fédérale, alors qu'en réalité, l'Europe n'est pas du tout fédérale. L'Union européenne n'est pas du tout fédérale. Une fédération laisse beaucoup plus de latitude et de liberté à ces fédérations, aux nations et aux différentes identités locales qui la constituent. Nous sommes dans une Europe jacobine. Nous sommes dans une Europe où Bruxelles, quelques commissaires politiques à Bruxelles décident pour toutes les nations et doivent appliquer les mêmes directives toutes de façon similaire. Nous avons une Europe qui est jacobine, nous avons une Europe centralisatrice. Or, nous aurions besoin justement d'une fédération qui pourrait articuler très bien l'identité locale et nationale avec l'autoritas, c'est-à-dire une autorité qui pourrait défendre justement des grands projets de puissance dans le domaine du maritime, dans le militaire, le financier et ainsi de suite. Bon. Et la deuxième chose que la droite, à mon avis, doit faire, c'est qu'elle doit récupérer ce qui lui appartient en tout et pour tout dans son essence, à savoir l'écologie. La gauche a fait mainmise sur l'écologie. Or, qu'est-ce que l'écologie par nature, par définition même? C'est la défense, d'ailleurs même écologie signifie la science du foyer. C'est la défense du foyer. C'est la conservation de ce qui est beau. C'est l'harmonie avec l'environnement. Or ça, ce sont des idées totalement classiques, ou disons, pour les dire autrement, de droite. C'est des idées. L'écologie tout entière est de droite. Les contre-révolutionnaires ont eu la prescience de l'écologie dès la fin du XVIIIe siècle. Des gens comme des contre-révolutionnaires comme Ruskin, par exemple, en Angleterre, ont été parmi les premiers écolos à dire justement que l'industrialisation était en train d'enlaidir complètement la campagne et allait créer un monde dans lequel les hommes ne pourraient plus vivre, justement. Donc les contre-révolutionnaires et la droite ont été parmi les premiers à penser l'écologie. L'écologie, par nature, c'est une inquiétude, justement. C'est ce que je vous disais. La gauche est un espoir en des lendemains qui chantent. La droite est essentiellement une inquiétude. Et l'écologie est une inquiétude. Donc l'écologie est de droite. Donc si la droite, demain, je termine là-dessus, je suis désolé, je suis un peu bavard, si la droite, demain, propose justement un projet identitaire, effectivement, parce qu'il nous faut de l'harmonie et ne pas sombrer dans le chaos ethnique dans lequel nous sommes, écologique. Un projet de puissance qui s'appellerait une nouvelle Europe et un projet écologiste, là, je pense qu'elle pourrait gagner. Je pense que l'Europe Écologie Les Verts vont verdir de rage en écoutant Julien Rochely, mais c'est la règle du jeu et c'est la liberté d'expression chez nous, vous savez, c'est sacré.
Et elle ne s'use que si on ne s'en sert pas et vous vous en servez au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vos questions à Julien Rochdy. Nous commençons avec Philippe qui nous appelle de Libourne. Bonjour Philippe. Bonjour Oui, Philippe. Bonjour. Voilà, donc je suis un peu... je connais Julien Rochdy, je suis sur Internet et tout ça. Alors, du coup, moi, je suis à peu près d'accord avec la plupart des choses qu'il dit. Par contre, je pense qu'on a des fois des désaccords, mais vraiment qui sont pas énormes. Alors moi, ce que je pense, c'est que la droite, en fait... Le carcan idéologique de la droite, le nouveau, c'est un carcan, c'est un mot péjoratif, plutôt le nouveau modèle écologique, le nouvel modèle idéologique de la droite, Oui. je pense qu'il se situe plutôt vraiment dans le souverainisme en fait. Donc il faut vraiment, c'est une course un peu entre le souverainisme de droite et le souverainisme de gauche, et je pense que celui qui va le plus vite et le mieux le prendre à son compte va emporter la bataille, parce qu'en fait d'un côté on a des souverainistes de gauche qui sont immigrationnistes pour certains. Je mettrai pas Monsieur Onfray dedans, mais c'est différent. Mais de l'autre côté, on a des souverainistes de droite qui sont plutôt les dignes descendants de la droite. Ils sont conservateurs et donc ils ont tout intérêt à prendre ces idées et les imposer à ceux de gauche. Alors moi j'ai une question pour Monsieur Rochdy. C'est qu'est-ce qu'il pense justement de l'union des droites. On a vu que M. Zemmour avait proposé l'union des droites, qui a eu une fin de non-recevoir de la part de Marine Le Pen. Moi, j'ai trouvé ça très décevant, mais enfin de sa part, voilà. Philippe, on va vous répondre tout de suite parce que nous avons beaucoup d'éditeurs. Oui, pardon. Donc, l'union des droites et surtout, après, on va aussi peut-être parler du souverainisme. Alors je commence par l'union des droites et on parle des souverainistes après. Absolument. L'union des droites est une excellente idée. Malheureusement, elle n'a pas pu avoir lieu à cause de Marine Le Pen, qui défend les intérêts de son parti politique et non pas des Français, contrairement à ce qu'elle proclame. Alors là, il y a une critique quand même que je pourrais émettre à Éric Zemmour, c'est qu'il en a un petit peu trop parlé. Quand la droite justement ne se dit jamais comme telle. La droite se dit toujours au-dessus des partis, se dit française, se dit justement prend toujours de la hauteur. C'est la gauche qui dit je suis de gauche et qui a besoin d'à tout prix clamer qu'elle l'est. Donc Zemmour n'a fait que parler de l'union des droites, ce qui a paru un petit peu politicard, un petit peu politicien. Il aurait dû la faire et moins en parler. Plutôt de la France, oui. Mais Marine Le Pen Marine Le Pen n'a pas été à la hauteur. Écoutez, en 2017, à la présidentielle, elle a été à la hauteur, je trouve, en 2022 dans la campagne présidentielle qu'elle a menée, mais alors elle n'a pas été à la hauteur cette fois-ci aux législatives. Elle pouvait créer une grande dynamique qui aurait amené énormément de députés à l'Assemblée nationale patriotes, de droite, appelez ça comme vous voulez, en tout cas dissidents contre Macron et contre l'extrême gauche. Et au lieu de ça, parce qu'elle savait très bien qu'elle allait se faire doubler par Reconquête si jamais elle donnait un petit peu à manger à ce parti, parce que la dynamique est du côté de Reconquête au sein des militants, elle a préféré défendre ses petits intérêts électoraux et n'envoyer qu'une vingtaine, peut-être une trentaine de députés. par voix, etc. Voilà, exactement. Donc Marine Le Pen, là, s'est montrée vraiment en dessous de tout. Alors, on va pas s'apesantir là-dessus, mais je veux parler du souverainisme, et ça met en question non pas votre livre, mais effectivement l'histoire du souverainisme. Et ce que disait Philippe est intéressant, en parlant d'Onfray, mais il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que franchement, là, je pose la question, est-ce que le problème, c'est que est-ce que la gauche et la droite, dont vous parlez effectivement, les différences, l'histoire, l'idéologie, etc., et là, on ne va pas de ce passé-là faire table rase, sinon on ne parlerait de rien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vous disent, et il y a une très grosse opinion, qu'en disant ce n'est plus la différence entre gauche et droite, mais entre mondialistes et souverainistes, entre identitaires, patriotes de tous les pays, unissez-vous, et les mondialistes qui disent, voilà, c'est les anywhere et les somewhere de Goodhart. Hein. Est-ce que ce n'est pas là, franchement, Julien Rochdy, tout en parlant de ce dont vous parlez, est-ce qu'il n'est pas là le problème? Et le souverainisme est quand même l'un des lieux où on voit très très bien que beaucoup de gens aujourd'hui sont très attachés à cela. Eh bien, je m'oppose totalement à cette idée. D'abord, elle n'est pas nouvelle. En fait, cette idée que il y a d'un côté les souverainistes et de l'autre les mondialistes, c'est une idée qu'on entend déjà depuis Maastricht en réalité. Donc c'est une idée qui a déjà plus de 30 ans. Oui, enfin, c'est rien par rapport à 200 ans. Bien entendu, mais
mais si on regarde ce qui va se passer politiquement. Que va-t-il se passer politiquement ? Il y a effectivement aujourd'hui un gros parti centriste qui est occupé essentiellement par les retraités. Vous savez, c'est Macron et tout ça. Bon, ce parti, ce grand bloc électoral a quand même un défaut, c'est qu'il est évanescent par nature, parce qu'un retraité, bon, par nature, ça ne dure pas très longtemps. Donc, vont se regarder face à face demain deux grandes dynamiques dans le pays, les islamo-gauchistes, représentés donc par la gauche et l'extrême gauche, islamo-gauchisme dans lequel le gauchisme ne va avoir de cesse que de s'islamiser, et l'islam ne sera jamais gauchisé. Donc en gros, les islamistes vont gagner à la fin sur les gauchistes. Et en face, il y a justement cette droite identitaire, et nous allons à la fin nous regarder face à face et nous allons combattre. Et d'ailleurs, nous entrons petit à petit dans une démocratie de combat où l'on ne défendra plus seulement des idées, mais des intérêts vitaux. Des intérêts opposés. Et là, du coup, la droite et la gauche vont ressusciter totalement dans ce cas de figure. Parce que du côté de cette droite identitaire, il y aura des bourgeois des centres-villes, comme il y aura des petits peuples. Et j'insiste là-dessus, j'aurais tellement de choses à dire sur le sujet. Le social n'appartient pas à la gauche. Les premiers à avoir pensé, au début du 19e siècle, la condition sociale des ouvriers, le temps de travail des enfants, tout cela, c'est des contre-révolutionnaires. Le général de Gaulle lui-même, dans les grandes réformes sociales qu'il a mises en place, le général de Gaulle était inspiré totalement de René de la Tour du Pin, qui était de l'école maurassienne. Donc c'est pas parce qu'on est préoccupé par le social que l'on est de gauche. Non, les gens croient ça, mais c'est faux. C'est vrai. Vous avez cité Général de Gaulle, mais rappelez-vous quand même, et justement, Général de Gaulle disait la France, elle n'est pas de droite, la France n'est pas de gauche. La France, c'est la France. C'est ce que je vous ai dit à l'instant, c'est que la droite, en fait, quand elle fait de la politique, ne se dit jamais de droite. Nicolas Sarkozy a fait une campagne totalement de droite en 2007. Il n'a pas prononcé une seule fois le mot droite. En fait, si vous voulez savoir quel est un politicien de droite, c'est le reconnaître, c'est qu'il justement il ne dira jamais qu'il est de droite. C'est la gauche qui a besoin de toujours dire la gauche, la gauche, la gauche. La droite, elle, se dit toujours au-dessus des partis, au-dessus de tout cela. C'est dans sa définition. Et c'est là où je pense que Zemmour a fait une erreur, à se dire trop de droite. Il fallait qu'il le fût, mais il ne fallait pas qu'il le dise. Oui, sans le dire. Michael, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Michael. Michael, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour le chevalier moderne Julien de Rochdy. Bonjour monsieur. Je voulais vous demander comment s'est construite cette situation où les universités sont quasiment exclusivement presque que de gauche. Et doit-il y avoir un équilibre gauche-droite dans l'université ou doit-on mettre ça de côté? Est-ce qu'on doit laisser les jeunes être pris en otage par des idéologies ou par la politique, des idéologies de droite ou de gauche? On voit bien que il y a pas mal de mouvements extrême gauche comme les Antifa qui émergent des universités. C'est quand même, c'est une poudrière qu'on laisse faire depuis des décennies. Alors, Michael, Julien Rochdy, oui. Alors, l'université, comment elle s'est construite à gauche? Vous le racontez d'ailleurs. C'est marrant d'ailleurs parce que vous savez, les idées de la Révolution française sont nées en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, et elles ont germé surtout en France. Et on a fait la même chose dans les années 70. À l'inverse, on leur a renvoyé l'ascenseur, un mauvais ascenseur. C'est que les idées de la déconstruction sont nées en France et ont poussé aux États-Unis. Donc dans le monde anglo-saxon. Alors en France, on sait que c'est un deal qui a été passé par le général de Gaulle d'ailleurs avec les communistes, où en fait on laissait le monde de la culture aux communistes pour conserver le régalien. Et c'est d'ailleurs une des bêtises de la droite très souvent, qui est de négliger la culture, de négliger les idées, de négliger la pensée et de laisser tout ça à la gauche. Et effectivement, comme nous disions au début, en fait les idées et la pensée ont quand même une influence qui à la fin finissent toujours par prendre le pouvoir. Ils n'ont pas lu Gramsci. Ils n'ont pas lu Gramsci. Alors on commence justement à lire Gramsci, la droite recommence commence enfin, mais j'espère en faire un petit peu partie, et puis avec d'autres, sur Internet notamment, où on a plus de liberté, et on commence à mener ce combat culturel de plus en plus, et tant mieux. Bon, les universités, malheureusement, sont effectivement totalement pourries, gangrénées par la pensée de la gauche depuis très longtemps, hier communiste, socialo-communiste, aujourd'hui par la pensée de la déconstruction et woke. Et puis, vous savez, ce qui caractérise cette gauche depuis encore une fois 2 siècles, c'est qu'elle est extrêmement intolérante et qu'elle ne supporte qu'elle, ou à la limite qu'elle supporte sa version, mais celle d'hier. Elle la supporte encore un petit peu. Mais bon, à chaque fois, elle est tellement intolérante qu'elle chasse de ce monde culturel tout ce qui pourrait ressembler à la droite, mais aussi
puisque nous ne sommes pas de gauche, justement, nous n'allons pas mettre la responsabilité toujours sur les autres et nous allons regarder la nôtre. Oui, en tant comme de droite, c'est parce que, voilà, c'est ce que je vous disais, nous n'avons pas vous n'avez pas su vous battre, vous, là. Nous n'avons pas su nous battre. Nous avons été toujours à la traîne, à courir derrière la gauche, parce que nous, justement, nous n'avons pas été capables de retourner aux sources de notre pensée. C'est l'objet de mon livre. Nous avons été trop lâches. Quand même, la classe politique française de droite est d'une lâcheté incroyable depuis déjà 30 ans. Donc là, nous n'avons pas su affronter ce monde moderne, post-moderne, et nous avons été totalement à la ramasse. Donc maintenant, est-ce qu'on est capable de reprendre l'université? Je n'en sais rien. Ce qui se passe, c'est que les universités deviennent des endroits où l'on apprend plus grand-chose, qui n'ont plus une grande valeur sur le marché du travail, et aujourd'hui, les gens foutent leurs enfants dans les grandes écoles pour essayer d'échapper à ce chaos débile pour avoir des postes dans les cabinets de conseil. Ouais, ça rapporte beaucoup, aussi. Donc il faut créer les nôtres, je crois. En fait, il faut faire comme les rois. Les rois, quand une institution était pourrie, ils ne la détruisaient pas, ils la laissaient pourrir et mourir d'elle-même, et ils créaient quelque chose à côté, qui finissait par la remplacer. Donc je pense qu'il nous faut faire de la contre-éducation. À l'époque, il y avait la contre-révolution. Nous sommes les agents de la contre-éducation. Eh bien, on va voir ce que ça va donner, on verra bien. Et on continue à en parler jusqu'à 14h avec vos appels au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous allons tout de suite à Compiègne avec Brice qui nous appelle. Bonjour Brice. Oui, bonjour Brice. Oui. Bonjour. Bonjour André, bonjour Julien. Julien, ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. Ça fait très longtemps que je le souhaitais. Donc j'avais une question pour toi. Avec plaisir. Alors, nous voyons que la caste mondialisée européiste qui promeut les idées de gauche libérale, voire même globalistes, donc Macron, Van der Leyen, etc., ont la main mise sur les organes supranationaux, donc Commission européenne, même le Forum économique mondial avec son idée de P7, Soros avec son idée de la société ouverte dont André a souvent parlé. Et puis notamment le traité de l'OMS qui tend à transférer la souveraineté de la France en termes de santé à l'OMS, dont on parle récemment. Donc tous ces organes sont gangrénés par cette gauche libérale. N'est-il pas trop tard pour y imposer des idées souverainistes? J'entendais dire qu'on devait peut-être laisser pourrir les organes qui étaient trop gangrénés. Et du coup, j'aurais aimé ton avis sur cette peut encore, si c'est pas trop tard et si on peut encore faire quelque chose. C'est un peu ça. Et une piste de réflexion sur la solution qui ne serait peut-être de se rapprocher des sociétés illibérales comme la Hongrie, la Pologne, voire peut-être même la Russie et les penseurs comme Dugin qui proposent une quatrième théorie politique qui voudrait rabibocher la tradition mais en gardant le bon côté de la modernité technologique. Mais se rapprocher de la Russie, forcément, c'est une stratégie vraiment très peu politiquement correcte. Donc j'aurais aimé avoir l'idée de... Julien va vous répondre, Brice. Alors merci pour cette question, mais là je pourrais prendre l'après-midi pour en discuter avec vous, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors effectivement, là, l'Union européenne et les différentes instances mondialistes qui dirigent la France, qui dirigent l'Occident, sont le fruit de cette pensée des années 60-70 d'une utopie progressiste, matérialiste, capitaliste, libérale, démocratique. Effectivement, donc, encore une fois, nous avons l'Union européenne que nous méritons, parce que les gens qui dirigent cette Union européenne sont de cette génération qui a cru, après mai 68, à toutes les idées que vous avez évoquées. Bon, maintenant, il est temps de transformer justement le monde grâce à de nouvelles idées, et je pense effectivement que pour sortir de cette postmodernité, si nous résumons un petit peu toutes ces idées par cela, ce matérialisme des constructeurs et tout ça, pour sortir de ça, eh bien, il faut que l'Europe, les penseurs européens, alors effectivement, il y a Dugin, mais qui a une pensée un peu particulière quand même. Je crois que cette nouvelle idéologie doit naître dans l'Europe, et elle doit,
être capable de se formuler en retournant justement aux sources de ce qui a fait notre grandeur, à savoir la pensée des anciens et des classiques, et proposer quelque chose qui est en train de germer, on le voit dans l'esprit de tout le monde, y compris parmi les gens de gauche, surtout parmi les gens de gauche aujourd'hui malheureusement, c'est à savoir l'écologie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on recrée un monde qui soit plus sain, qui ne soit pas si malade, qui ne soit pas si nihiliste, qui recrée un monde où les identités locales sont protégées, où l'on se reconnecte à la nature et à l'environnement, tout en bien sûr en conservant le meilleur de la technologie, d'autant que même que je pense que c'est grâce à l'évolution technique que l'on parviendra à sauver la nature, donc pas par un retour archaïque en arrière, mais justement par notre intelligence, par un surplus d'intelligence que l'on pourra protéger la nature. Il y a plein d'idéologies nouvelles justement à formuler pour proposer une alternative au monde dans lequel nous sommes, et la droite doit le faire. Julien Rochdy, oui, tout ça c'est un peu des vœux pieux, si vous permettez, parce que... Ce sont des pistes. Ce sont des pistes très pieuses, mais il n'y en a pas à droite jusqu'à présent. Légèrement, impuissante, si je peux me permettre, pour une raison très simple. Qui aujourd'hui, et Brice l'a bien dit, qui représente ces gens-là? Ces gens-là, c'est l'argent, c'est la puissance, c'est la stratégie. Or, pour s'opposer à ces gens-là, c'est pas le retour à l'écologie ou le retour aux valeurs, etc. C'est d'autres blocs. Qu'est-ce qui est vraiment, et Dieu sait si je ne suis pas poutinien, mais qu'est-ce qui aujourd'hui emmerde Soros, et il le dit, et il dit, ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est Poutine et Xi Jinping. Il nous gêne. C'est-à-dire que ce qu'il considère, lui, comme le nouvel ordre mondial, si vous voulez, c'est toujours le rapport de force, et vous le savez très bien. Et la droite n'est pas contre le rapport de force. Qui va avoir le rapport de force suffisant pour faire levier à cette idéologie mondialiste qui est quand même très forte, même s'il y a eu des Trump qui ont essayé de faire des choses, mais enfin, on sait ce que ça a donné, même s'il y a des gens par-ci, par-là. Alors, il citait l'Europe de l'Est, effectivement, les Orban, etc. Mais comment faire, je veux dire, quelle idéologie, au fond, et c'est pour ça que je vous repose la question de la droite et de la gauche, ces gens-là ne sont ni de droite ni de gauche. Même s'ils ont récupéré les idées de la gauche, Julien Rochdy, est-ce qu'il n'est pas là le vrai enjeu entre la Soros, la Soros compagnie, pour être schématique, et effectivement des gens qui sont des souverainistes et qui disent, moi, j'entre pas dans l'OMS, enfin dans les directives de l'OMS, de Open Society ou de Biden. Alors là aussi, c'est une question extrêmement vaste, et je vous répondrai par un penseur italien qui a dit qu'un esclave, c'est quelqu'un qui attendait que quelqu'un d'autre le libère. Donc effectivement, on peut avoir des amis en politique étrangère qui luttent contre le nouvel ordre mondial et contre ce postmodernisme occidental qui détruit tout et qui surtout dissout les sociétés, bien entendu. Mais on trouvera notre salut par nous-mêmes. C'est en se concentrant sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, en revenant justement à l'archaïque au niveau des idées, la source encore une fois de notre civilisation, que concentration signifie attraction, que l'on pourra créer quelque chose qui nous sauvera. Donc oui, en politique étrangère, on peut s'allier avec la Russie, la Chine ou qui vous voulez, on peut avoir des amis, tout ça, mais il faut que l'on crée notre propre bloc. Il faut que l'on crée notre propre force. Là vous me dites, vous bien sûr, à l'intérieur de la France. Non, mais à l'intérieur de l'Europe. Je pense que c'est l'Europe qui doit prendre conscience. C'est l'Europe qui doit être la mesure aujourd'hui. Qui doit être la mesure, parce qu'en fait, l'Amérique et incarne la modernité. Il y a une congruence depuis 2 siècles entre les États-Unis et la modernité. Or, cet empire-là est en train petit à petit de s'effondrer. Effectivement, des nouveaux blocs sont en train d'émerger. La question qui se pose pour nous, c'est allons-nous mourir justement avec cet empire américain qui incarne cette modernité, ou allons-nous être capables de formuler une nouvelle idéologie, une nouvelle façon d'être au monde, une nouvelle façon de gérer la politique, une nouvelle façon d'être face à la nature. Et ça, je pense que l'Europe peut le faire, qu'elle a les intellectuels pour le faire. Et encore une fois, bien sûr, ce ne sont que des pistes aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je sais que je vais bosser là-dessus, et j'en suis sûr. De partout en Europe, on va être nombreux à travailler sur ce grand projet. Oui, non mais ça c'est... Et Jean-Pierre qui nous appelle du Mont-Saint-Michel, du beau Mont-Saint-Michel. Bonjour Jean-Pierre. Bien. Bonjour Jean-Pierre, vous êtes sur la colline inspirée là. Oui, je crois, juste à côté. Ouais. Tout d'abord, bonjour et merci à notre invité d'avoir cité Monsieur de la Tour du Pin. On ignore souvent ce nom-là, et effectivement la noblesse quelquefois était en avance en termes sociaux. J'en viens au fait, le Burkini. Voilà, je reviens sur cette vieille histoire du Burkini. Ouais. Comme je vous le disais André, d'où je parle, 5 ans d'Algérie, mon père en coopération, papier noir, 69 ans et 2 ans prof de français à des immigrés en France, marocains, tunisiens, algériens et turcs. Donc un peu d'expérience du cognitif arabe, afro-arabe. Voilà. Eh bien le Burkini, on ne parle jamais de la vitamine D, vous savez, nous sommes carencés en vitamine D sous nos tropiques. Nous ne prenons pas suffisamment le soleil. Ouais. Et c'est
dames là qui vont ne sortent déjà pas énormément, et quand elles sortent couvertes. Et alors à la piscine, elles vont encore pas prendre le soleil. Bon. Allez, trêve de plaisanterie, vous me voyez venir, hein, c'est un argument. Oui, je vous vois venir, oui. La sécurité sociale n'a pas besoin de ça, elle est déjà suffisamment déficitaire, les problèmes de santé, etc. Voilà. Bon, écoutez, 5 ans d'Algérie, 2 ans d'enseignement en France à des immigrés, je dis, il suffit. Je le disais André l'autre jour, mes copains arabes du Forum social mondial de Tunis me l'ont tous dit, nous sommes trop tolérants, nous allons nous faire bouffer. Hein. Ils le disent, ils le savent, ils se connaissent. Et dès que vous discutez avec eux, c'est que vous êtes d'accord pour acheter le tapis. Oui, enfin, n'exagérons pas. Ne généralisons pas. Oui, vous savez, le cognitif de cette typologie, je le connais très très bien. Vous savez, j'étais même en pension en Algérie, 4 ans sur 5. En pension, donc jour et nuit. Hein, donc je connais bien je comprends. Voilà. Non, dès que vous donnez, ils en voudront plus. Et c'est pas... Il faut être... Mais vous suggérez quoi vous suggérez quoi, en fait? Mais fermeture totale à ce type d'immigration. Et d'ailleurs, il ne faut pas dire le problème de l'immigration, il faut dire le problème de l'immigration afro-arabo-musulmane. Nous n'avons pas de problème avec l'immigration portugaise, espagnole, italienne, chinoise. Ça se passe très bien. Ils ne posent pas de problème. Ils ne nous ennuient pas. En disant ennui, je suis très poli. Voilà, 14h approche, je raccourcis. Oui. Résumé, ce que je pense, c'est pas miscible. Nous n'aurons que des problèmes. Non, mais on a compris ce que vous dites. Vous l'avez dit, je ne partage pas votre opinion de ce point de vue-là, mais c'est vous l'avez dit de façon très claire et c'est bien. Julien Rochdy, vous partagez l'opinion de... Je dirais pour essayer de pas répéter exactement la même chose que l'auditeur, que ce que je ne supporte pas, c'est l'hypocrisie justement de ceux qui nous dirigent, en particulier les macronistes, les progressistes, tous ces gens-là qui en fait s'alarment face aux différents costumes de l'islam. Différentes choses qui nous arrivent comme ça de l'Orient, alors qu'ils n'ont eu de cesse que d'accueillir et de toujours faire en sorte d'accueillir des immigrés musulmans. Et ben moi, je vais vous apprendre quelque chose de tout à fait extraordinaire, un musulmane. Vous connaissez ce verbe? Si vous avez des musulmans, vous aurez des symptômes de l'islam en fait dans votre pays. Oui. Et je trouve que c'est une hypocrisie totale de tous ces bourgeois, tous ces penseurs, de tous ces bien-pensants qui en fait font venir des millions de musulmans et après sont scandalisés de voir que l'islam puisse effectivement s'exprimer à travers différentes. Attendez, Julien Rochdy, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais moi je sais, ayant vécu longtemps au Proche-Orient, qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne musulmanent pas. Il y a des musulmans athées, figurez-vous, il y a des musulmans agnostiques, il y a des musulmans qui boivent du vin, il y a des musulmans qui ne mangent pas halal. Alors vous allez me dire, oui, c'est une minorité ou pas une minorité, j'en sais rien, mais je vous assure qu'ils existent et il n'y a pas deux exceptions sur 3000. Vous avez beaucoup de gens qui sont d'origine, ou disons même de croyances musulmanes, mais qui, je vous assure, qui boivent, qui mangent et qui mangent pas spécialement halal, etc. Donc, c'est pour ça, moi, ce qui me gêne, la seule chose, c'est la chosification. Vous dites la musulmane, donc c'est fini. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce que je veux vous dire, c'est que, effectivement, je connais un petit peu aussi, beaucoup moins que vous, monsieur Berkov, c'est sûr, mais je sais qu'il y a dans le monde musulman, il n'est pas uniforme, et que, en plus, ces règles du burkini et tout ne sont pas inscrites dans le Coran. Je le sais. Le problème, c'est qu'on a des musulmans qui entrent dans une société qui a refusé tout principe identitaire. C'est-à-dire que nous ne sommes plus rien. Lorsque nous nous définissons avec du vent, des valeurs, la République, des qualités comme ça, qui ne vivent que dans le ciel éthéré des idées. Nous refusons une définition de principe corporel, charnel, en disant ce que nous sommes. Donc ces gens-là arrivent dans une société qui est un chaos identitaire. Où, il n'y a pas de définition. Donc en fait, eux-mêmes ont besoin, parce que tous les êtres humains, sauf justement les occidentaux blancs modernes et cette croyance-là, tous les gens ont besoin d'une colonne vertébrale identitaire. Tous les gens ont besoin d'une identité. Et lorsque ces gens arrivent dans notre société, qui justement passe son temps à déconstruire notre propre identité, ils ont besoin de s'affirmer avec la leur, jusqu'à faire d'ailleurs des bêtises et aller
plus loin que ce que même leur propre père faisait en termes d'islam. Voilà, c'est le problème, c'est que le musulmane, dans notre société, nous ne francisons plus. Puisque la France ne francise plus, le musulman va musulmaner. Écoutez, en tout cas, philosophie de droite à lire, même et surtout si on n'est pas d'accord, c'est un livre en tout cas qui pose vraiment problème et qui essaie de les résoudre. Et un livre qui est paru aux éditions Le Terry et que vous pouvez retrouver sur Amazon ou sur le site de Julien Rochdi. Et puis dans un instant, Brigitte Lahaye.